Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre magazine d'enquête, 52 minutes pour comprendre. Cette année encore, nous allons vous proposer des immersions inédites dans des institutions ou des univers singuliers auxquels peu de journalistes ont eu accès. Mais ce soir, pour ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, nous vous proposons une immersion au cœur de la problématique de la migration irrégulière ivoirienne. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, entre 2010 et 2020, plus de 20 000 migrants sont morts en Méditerranée. Toujours selon l'Agence des Nations Unies, en 2019, les Ivoiriens représentaient 13% des migrants enregistrés au large des côtes européennes. Certains de nos compatriotes continuent néanmoins à mettre leur vie en péril, espérant une vie meilleure ailleurs. Alors, pourquoi des hommes et des femmes continuent à mettre leur vie en danger pour quitter la Côte d'Ivoire? Comment se déroule en réalité leur vie une fois passée la frontière ou les frontières? Plusieurs structures travaillent de concert pour endiguer la migration irrégulière, permettre le retour volontaire des migrants et leur réinsertion. Mais qui fait quoi? Comment et pour quels résultats? Mesdames, Messieurs, ce soir, vous allez découvrir comment un rêve peut se transformer rapidement en cauchemar. 52 minutes pour comprendre la problématique des migrants, un reportage réalisé par les équipes de Soprod. Chaque année, un Africain sur 3 envisagerait de quitter son pays, trouver du travail, échapper aux difficultés économiques. Pour ces migrants à la recherche d'un avenir meilleur, le rêve vire souvent au cauchemar. En 2018, plus de 2000 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. En Libye, les forces de sécurité ont débusqué à Tripoli plus de 200 migrants qui envisageaient de rejoindre par bateau les côtes européennes. À bord de cette vedette de la marine égyptienne, dans ses sacs noirs, les corps de 33 migrants. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Des images insoutenables, toujours et encore. Pour ceux qui ont réussi à rejoindre le pays souhaité, la réalité est souvent différente de celle imaginée. Et la galère dans les pays lointains ou voisins pousse alors ces migrants de fortune à revenir dans leur pays d'origine. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ibrahim Koné travaille pour l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. Ce soir, il doit récupérer 6 personnes qui ont souhaité rentrer en Côte d'Ivoire après des années difficiles en Tunisie. Je dois jeter un coup d'œil sur le tableau. Là, il est marqué 21h30. Et là, voilà, et le vol est posé. Vous voyez le vol est posé depuis 21h20. Donc, on va rentrer rapidement. Avant de pouvoir accueillir les migrants, Ibrahim doit avertir la police aux frontières pour faciliter leur retour dans leur pays. Bonsoir, chef Amé. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a 6 migrants qui arrivent de la Tunisie. Oui. 6. Merci, papa. 6 migrants. Vous avez même raisonné plus que moi. Merci. Donc, je viens d'informer le chef de poste de l'arrivée des 6 migrants qui arrivent. Oui, ben, il faut que il faut qu'on les informe parce que souvent, les migrants, ils ont que des laissez-passer. Et par contre, d'autres ont des passeports. Et il y en a qui n'ont pas de passeport, qui ont des laissez-passer. Parce qu'ils ont dû égarer les passeports ou d'autres. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut qu'on les informe pour que le service soit plus facile, quoi. L'Organisation internationale pour les migrants est une organisation intergouvernementale. Son rôle en Côte d'Ivoire est de promouvoir les migrations légales, informer et sensibiliser les populations cibles, faciliter le retour volontaire et la réintégration durable des migrants de retour, et assister et protéger les migrants vulnérables. Ibrahim scrute désormais chaque passager.
Il recherche ceux qui sont en possession d'un sac de l'organisation internationale. Bonsoir, bonne arrivée. Vous pouvez venir là? OIM, OIM. 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 Vous devez être 6 normalement. Tout le monde est là? C'est sûr? Et le voyage s'est bien passé? Je vois 5. Il vous donne 6. Il est où? D'accord. Ça va? C'est bien passé? Pas trop fatigué? Hein? D'accord, bien. Soyez la bienvenue au pays alors. Voilà, d'accord. Merci. Merci, bonsoir, bonne arrivée. Voilà. Maintenant, dis, est-ce que vous avez vos carnets de vaccination? La fièvre jaune. Toi, tu as pour toi? Toi, tu as pour toi? Quels sont ceux qui n'ont pas de carnet? Vous deux seulement. Toi, tu as pour toi? Le retour au pays de ces Ivoiriens est entièrement financé par l'OIM, car l'un des rôles de cette organisation est de fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin. Je suis content de rentrer chez moi, c'est tout. J'étais là-bas, c'est pas qu'on m'a maltraité, ni on m'a pas maltraité, j'étais bien à l'aise, mais seulement que les conditions de vie ne nous arrangent pas trop, vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi moi j'ai décidé de rentrer chez moi. Souvent, les migrants sont bien seuls à leur arrivée. Certains préfèrent même ne pas informer leur famille. Ils se sentent en situation d'échec. On va vous emmener dans un centre ce soir. Vous allez passer la nuit. Et puis demain, il y a une autre équipe de OIM qui va venir, qui va vous entretenir. Et puis voilà. Et puis après, vous allez rentrer chez vous à la maison. Merci. Moi, mais je n'ai pas dit à quelqu'un que je rentre. D'accord. Aucun de mes parents n'est au courant que je viens. D'accord. D'autres, après avoir bénéficié d'une aide de 35 000 francs CFA avant leur départ et d'un billet d'avion gratuit, préfèrent rentrer au plus vite chez eux. Mon ami, on doit vous emmener dans un centre ce soir. Oui. Vous dormez. Demain matin, il y a une équipe OIM qui arrive. Demain matin, il y a une équipe OIM qui serait là. Et puis voilà, on va vous entretenir. Et puis maintenant, vous allez rentrer chez vous. Oui, votre famille est là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les remettre vos sacs qui vont rentrer à la maison avec. Hein? Si c'est comme ça, les trucs de OIM là, c'est bon, moi je vais rentrer. Non, c'est pas ça, mon ami. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dormir au dehors. Mais non, ne dormez pas dehors. Tu ne peux pas dormir dans un centre. Vous ne pouvez pas, pourquoi? Les biens de OIM, si c'est pour ça, je ne veux plus des biens de OIM. Non, vous ne pouvez pas. Demain, je peux partir là-bas. Mais aujourd'hui, je vais dormir avec ma femme. Vous ne pouvez pas. Mais une seule nuit, ça vous coûte combien? Donc vous voyez, OIM, vous voyez ce qu'on fait pour vous, tout ce qu'on a fait, tout ça là. Comprenez quand même. Moi, je peux rentrer pour une venir. seule nuit. Moi, je peux rentrer pour venir. Mais aujourd'hui, là, il ne peut pas dormir au dehors. Il ne peut pas dormir en dehors de ma famille. J'appelle ma femme, j'arrive là, je vais avec elle. On se calme. Qu'est-ce qui se passe? Non, au fait, on lui a dit qu'il faut qu'il aille dormir dans un centre aujourd'hui. Et demain, OIM est là, il rentre à la maison. Il ne veut pas comprendre. Il dit que non, que lui, ça fait 2 ans, il n'a pas vu sa femme. Et donc, lui, il ne peut pas dormir dehors. Je lui dis, mais tu ne dors pas dehors. Il lui fait comprendre qu'il ne dort pas dehors, il dort dans un centre. Et une nuit, on ne garde pas pour 2 nuits, ni 3 nuits, ni 4 nuits, une seule nuit. Sa femme peut rentrer avec ses bagages et puis il va au centre. Et c'est ce qu'il ne veut pas comprendre. Donc mon collègue, ça je ne sais pas. Mon collègue maintenant est en train de lui faire comprendre maintenant que... Sinon ils savent que OIM serait là. Ils savent que OIM va venir les accueillir. Ça arrive ce genre de choses? Oui, voilà, ça arrive. Depuis 2017, le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'OIM ont mis en œuvre une initiative conjointe pour le retour des migrants ivoiriens en situation de détresse. Ces retours et la réintégration des migrants sont financés par l'Union européenne pour un montant de plus de 2 700 000 €, soit environ 1,8 milliard. L'OIM prend en charge les pénalités des migrants, leurs billets d'avion et à leur arrivée, leur octroie un pécule d'appui de 165 000 francs CFA. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, nous, tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. Tous ces efforts que nous faisons, c'est pour vous.
Le centre, c'est pour vous. Est-ce que vous me comprenez? On vous comprend. Vous n'avez pas été informé là-bas? Non. Il ne peut pas arriver ici hier. J'ai dit à ma famille de venir m'attendre. Et j'arrive là, on me dit non, il faut aller. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. On ne m'a pas informé là-bas. C'est ce que je dis. Monsieur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est votre choix. On ne va jamais vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc vous avez décidé ce soir de rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. D'accord, merci. Donc maintenant, si je peux avoir le numéro de OIM, vous pouvez prendre le numéro. Ou bien c'est le même numéro que sur... Vous avez déjà la carte, on l'a affiché. On vous a donné depuis le... Donc c'est le même numéro. Vous pouvez appeler le tien. Leurs bagages récupérés, Ibrahim va conduire les 4 migrants vers un centre d'hébergement. Ils ont entre 28 et 50 ans. Ils ont passé entre 2 et 5 ans hors de la Côte d'Ivoire. Loin du rêve américain, ils ont travaillé pour rembourser leur passage et enchaîner les déceptions et les humiliations. Un jour, il y a 2 jeunes qui sont rentrés dans mon coin de restaurant. Ils m'ont dit, ah, ma tante. Saisir le restaurant avant de partir? Oui, j'étais à Benjerville. La tante, il y a un voyage en Tunisie, j'aimerais. Nous, on ne te connaît pas, mais on veut que tu parles. J'ai dit non, que je ne veux pas. Chaque jour, ils sont sur moi. J'ai dit, mais un pays arabe, moi j'ai peur. Je ne peux pas aller là-bas. Chaque jour, ils sont sur moi. Tous les jours dont j'ai parlé à des amis, à mes connaissances, ils m'ont dit, au fait, moi je suis allée dans un camp de prière, puis j'ai dit, ah Seigneur Jésus, il veut voyager, ma Marie, il veut voyager. Ça ne vaut même pas un mois et puis ils sont allés pour voir. Donc quand j'ai dit, les gens disent, mais tu as demandé à Dieu que tu veux voyager, donc il faut partir. J'ai dit, mais moi je veux partir en Europe, je n'ai pas d'un pays arabe. Chaque jour ils sont sur moi, donc c'est ça. J'ai dit, bon d'accord, je vais l'essayer. J'ai fait 2 ans, mais quand je suis partie là, non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'est difficile. C'est difficile. Des promesses d'Eldorado, les réseaux de passeurs vendent des chimères. Le retour au pays n'est pas chose facile pour ces migrants. La crainte d'être jugés par les siens, le sentiment d'échec et le manque de perspective leur font craindre le pire. Aboubacar, 28 ans, il a quitté la Côte d'Ivoire pour la Tunisie afin de devenir footballeur professionnel. Mais il a enchaîné de multiples petits emplois sans jamais rentrer dans un club de foot. C'est pas facile, hein. Il y a d'autres, je sais pas, ils se disent ils ont sorti ici, ils n'ont rien eu. S'ils viennent chez eux, c'est la honte pour eux. Pourtant, moi, je trouve que ça, c'est pas la honte, hein. Ça arrive dans la vie. Ça arrive. Il y a des gens, mais on les amène aux États-Unis, en Europe. Moi, je connais des amis comme ça. On les amène en Europe, ils jouent au foot, ils sont partis faire test plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ils sont revenus au pays. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Si ce n'est pas ton moment, c'est pas ton moment. C'est comme ça la vie. Direction la commune d'Abobo-Ndotré. Pour loger les migrants, l'OIM passe par des ONG partenaires. Il existe 4 centres d'accueil de migrants à Abidjan. Venez vous asseoir, ils vont vous loger. Hein? Voilà. Mais il faut connaître d'abord ta chambre. Hein? Quand tu vas te loger là, tu peux venir prendre tes bagages. Hein? D'accord. Maintenant, ici, là, on ne fume pas ici. C'est interdit au sein. C'est interdit de fumer. Ah. Et puis, si vous voulez sortir de vos chambres, soyez un peu décent, quoi. Hein? Après avoir entendu les règles à suivre, les migrants sont conduits à leur chambre, un dortoir comprenant 12 lits, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Vous avez toujours ce rêve de l'Europe, hein? C'est ça? Bien sûr, moi je ne veux pas mentir, j'ai toujours le rêve d'aller en Europe. Paris, Londres, Bruxelles, le côté Amérique, Canada, États-Unis, j'ai toujours ce rêve-là. Là, c'est au niveau du sport qu'autre chose. J'ai toujours ce rêve-là, il faut que j'arrive là-bas. Mais vous n'étiez pas loin en Tunisie pour aller en Italie? La Tunisie est très proche de l'Europe. 2 heures du temps, la Marsa avec l'Italie, c'est même pas loin. Il y a une colline, tu tournes derrière la colline, tu es arrivé en Italie. Mais c'est très très surveillé. On ne laisse pas les gens passer comme ça. Donc d'autres sont obligés d'aller en Italie, Libye, ils vont marcher dans la brousse. Il y a d'autres qui meurent dans l'eau, tu vois. C'est pas facile. Si tu vas aller souffrir, l'argent tunisien, on ne gagne pas ça facilement. Tu vas aller souffrir pour avoir au moins les 4 millions.
ou bien 5 millions de là-bas. Combien d'années? Tu peux faire 5 ans ou 10 ans même. Tu vas prendre ça, il y a d'autres, on les arnaque. Il va payer, arriver là-bas, le gars il fuit avec l'argent, il ne peut pas partir. Ils vont rester dans la brousse là-bas. Il y a d'autres, ils reviennent en Tunisie encore. Il y a plein de cas comme ça. Depuis 2017, plus de 7000 migrants auraient regagné la Côte d'Ivoire grâce à l'aide de l'OIM. Sensible aux problématiques de réinsertion des migrants et au déficit de formation dans le domaine de la restauration, Loïc Dablé, jeune chef franco-ivoirien, a décidé de créer un lieu alliant formation et pratique en plein cœur du quartier chic de Cocody à Abidjan. Ce projet est financé par l'OIM et des bailleurs européens. Dans cette cuisine, autour de cette table, tous les apprenants sont des migrants. Ouais, ce matin-là, vous savez quoi? On va refaire tout ce qui est pâtisserie sans beurre, là. Sans beurre, sans lait. J'ai envie qu'on essaie quelque chose. Je veux qu'on essaye un cake sans beurre. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Faites une en test, mais avec un lait différent. Essayez avec un lait de riz. Vous faites juste un peu, essayez avec un lait de riz pour voir. Lait de riz ou bien lait de mil. D'accord? On lance ça? Allez, let's go. Une autre façon de faire la cuisine ou d'appréhender la cuisine? En fait, l'idée là, on les forme sur des techniques, sur des bases. À partir du moment où ils ont les bases, nous, on les accompagne dans la réflexion. Il faut qu'ils soient capables de réfléchir par eux-mêmes, de s'organiser par eux-mêmes. S'ils comprennent les bases et qu'ils sont capables de réfléchir, ils seront soit de très bons entrepreneurs, soit de très bons employés. En fait, ils auront le choix de leur liberté financière. Former et réinsérer les migrants, un projet ambitieux pensé par Loïc lui-même. Ce lieu qui s'étend sur 1200 m² est ouvert depuis plus d'1 an. Il faut qu'on forme des migrants ici. Il faut que ce soit là, il faut que ça se fasse là, pas ailleurs. Donc un restaurant qui sert à faire de la formation, mais qui a un impact social. Tenant compte de l'environnement et des différentes problématiques qu'il y a en ce moment avec l'immigration, la migration, du coup le projet migration est né. Ok, donc on a ça, on doit former des gens. Comment est-ce qu'on les forme? Dans le restaurant, on les forme à quoi? À la restauration, donc au service. Donc dans la même famille, il y a pâtisserie et boulangerie. Donc voilà, donc on a dans ce lieu-là tout ça. Dans ce lieu atypique, 50 migrants sont formés et travaillent au quotidien. Du personnel indemnisé par l'OIM, 50 000 francs CFA par mois. Ils tentent tous d'oublier leur traumatisme. Alors quand on leur demande de nous raconter leur départ de la Côte d'Ivoire, les réponses sont courtes et sans détail. Vous êtes parti comment, vous? Par vol. Et vous avez été où? En Tunisie. Et après? Libye. Et qu'est-ce que vous avez fait en Libye? Libye? Bon, je n'ai pas travaillé, je partais pour traverser. Bon. Ça s'est mal passé, je me suis retrouvée ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'est mal passé? Des silences pesants, lourds d'émotions. C'est difficile encore d'en parler, hein? C'est difficile. C'est difficile d'en parler parce que souvent quand tu parles beaucoup, ça te rappelle des souvenirs, voilà. Donc c'est un peu difficile. Si ce n'est pas quelque chose qui est très important, moi-même je n'aime pas beaucoup en parler. Mais souvent, tu peux en parler à certaines personnes pour les faire comprendre que dans la vie, ce n'est pas du tout facile. Donc il faut souvent affronter la réalité de la vie pour atteindre ton objectif. Ça cause ça souvent, si ça chauffe, tu fais sortir un peu les petits thèmes pour faire comprendre aux gens que non, on ne peut pas rester sur la table pour manger seulement sans penser que ce sont des gens qui travaillent dans les champs. Vous, madame, vous l'avez toujours un petit peu en tête, cette histoire, ou vous essayez de l'oublier? Moi, j'essaie d'oublier. Hein. Ouais? Oui. Je n'aime pas en parler. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils vécu?
Nous ne le saurons pas. Ces anciens migrants, même après 1 an en Côte d'Ivoire, sont encore choqués. Retour au centre d'accueil. Nous retrouvons Aboubacar, arrivé la veille par avion. Son rêve, devenir un footballeur professionnel. J'ai décidé d'entreprendre le voyage. J'ai trouvé qu'ici, ça ne va pas pour moi. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas. Pour pouvoir partir à Tunis, vous avez préparé votre voyage pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, c'est là que vous avez préparé le voyage? Oui. Ok. Et ça vous a coûté combien le voyage? Oh, là, je ne vais pas mentir, c'est eux qui ont payé le billet. Oui. Et réellement, quand ils payent, ils ne te disent pas le prix réel. Mais je ne sais pas, peut-être le billet, ça peut arriver 300 000, 500 000, 600 000, là, je ne sais pas. Quand je suis arrivé, j'étais obligé de travailler pour rembourser les agents. D'accord, mais quand vous avez travaillé pour rembourser le billet, oui. Vous avez travaillé pendant combien de temps? 6 mois. Pendant 6 mois. 6 mois. Et pendant ces 6 mois, c'est vous-même qui travaillez pour eux? Ou bien c'était vous travaillez ailleurs et vous leur donnez de l'argent? Je travaillais ailleurs. Quand je suis parti, c'était dans une auberge. Ceux qui ont financé votre voyage, ce sont vos amis? Ou bien ce sont des personnes que vous ne connaissez pas? Non, c'est connaissances comme ça. Souvent, on peut connaître des gens sur Facebook, mais ils ont déjà fait partie des gens que je connais. Tu vois, ils sont passés par même chemin. Mais vous ne les connaissiez pas de physique, mais c'était plus sur Facebook? Non, je ne le connais pas 100% comme ça. Tu vois, souvent dans les amitiés sur Facebook. Sur Facebook, c'est là que vous avez échangé. Voilà. Aboubacar a payé plus de 2 millions de francs CFA son voyage pour la Tunisie. Pour rembourser ses passeurs, il a versé la totalité de son salaire durant 6 mois. Ok, merci, on a fini l'entretien. Ça, c'est votre carte d'accès à OIM Côte d'Ivoire. Tout ce que vous allez faire à OIM Côte d'Ivoire, vous devez avoir cette carte. Et déjà, avec le souci, vous pouvez aller voir le médecin qui est juste à côté. Merci beaucoup et au revoir. Après le récit de son voyage, Aboubacar doit être examiné par un médecin. Comme tous les migrants, l'OIM doit s'assurer qu'il est en bonne santé. Ensuite, il va rencontrer un autre agent de l'organisation pour déterminer dans quel secteur d'activité il pourrait être formé. La manière dont on t'a aidé, l'OIM t'a aidé, t'a facilité le retour au pays, ça ne s'arrête pas à là. Il y a une assistance en plus, c'est l'assistance à la réinsertion professionnelle. Maintenant que tu es revenu, est-ce que tu as une idée en tête, est-ce que tu as un projet que tu souhaites mettre en place? À part le foot, moi, je vais faire la commerce. Donc tu veux faire le commerce, c'est ça? Voilà. De quoi exactement? Commerce de vêtements sportifs comme les autres vêtements. En dehors du commerce de vêtements là, que tu veux faire, là, étant donné que tu me dis que tu as fait plusieurs petits métiers là-bas, il y a la possibilité aussi, il y a un cabinet de formation qui dispense aussi une formation de 3 mois. Si tu es intéressé aussi, on peut, mais c'est soit l'un soit l'autre, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Toujours est-il que quand tu as une formation, tu sais faire quelque chose de tes mains, c'est encore bon. Même si tu es dans ce domaine-là, tu es dans ce métier, tu pourras toujours garder de l'argent pour faire ton projet de vente de vêtements. Parce que tu vas. Donc la formation aussi, quelque part, c'est assez important. Donc tu réfléchis aussi. C'est sur 3 mois. L'OIM a mis en place 3 types de projets de réintégration. La réintégration individuelle, c'est-à-dire une assistance individualisée apportée aux migrants les plus vulnérables pour le démarrage d'une activité génératrice de revenus. La réintégration collective, dans ce cas, l'intégration communautaire. Pour ce type d'appui, l'organisation propose un soutien au démarrage d'une activité génératrice de revenus qui inclut au moins un migrant de retour et un autre membre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien n'est grave. Comme ils ont dit qu'on vient d'arriver. Quand on vient d'arriver, ils savent qu'on n'a rien sur nous. Pour ne pas nous laisser comme ça, pour qu'on ne pas être mendiés dans la rue. On nous a donné une somme pour pouvoir se situer dans ces temps-ci. Moi, particulièrement, on m'a donné 135 000 francs. 135 000? Oui. Et ça pourra faire quelque chose de... Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, cette petite somme? Bon, cette petite somme, je me dis, c'est pas tellement beaucoup, mais c'est suffisant.
pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut... Moi particulièrement, je ne connais pas pour les autres. Les 135 000, peut-être je peux faire au moins un mois, plus qu'un mois avec ça, pour pouvoir situer mes besoins à manger, à faire mes petits courses et tout. Il est l'heure pour Aboubacar de quitter le centre et d'attendre patiemment dans sa famille que l'organisation lui propose une formation. Et c'est quoi la prochaine étape? En principe c'est fini, ils peuvent rentrer chez eux. Seulement on va rester en contact fréquemment et puis on va les suivre comme on le faisait depuis. Depuis mai 2017, plus de 4000 migrants ivoiriens ont transité par ces centres d'accueil. Songon, en banlieue d'Abidjan. Abdoulaye travaille dans cette ferme agricole depuis 3 mois. Il gagne entre 50 000 et 70 000 francs CFA par mois. Diaby, tu peux venir s'il te plaît? Et il est partie intégrante du projet. Oui, il fait partie du projet. Et lui, il dort sur le site. Pourquoi? Pour surveiller le site, puisque les membres de la communauté en général, elles sont dans des familles, elles sont logées chez elles et tout ça. Et bon, eux, quand ils arrivent, ils ne retournent pas toujours en famille. En attendant de se refaire, on leur permet de rester sur le site et de réaliser leurs activités. Mais ça n'empêche pas que régulièrement, il va voir sa famille et puis il revient. Et il est le seul migrant sur le site? Non, sur le site appartient à 10 personnes. Il y a 2 migrants et 8 membres de la communauté. En fait, ça varie. Il y a des projets où il n'y a que des migrants. Vous savez, ça c'est un projet vraiment nouveau. Et les migrants, c'est un projet dont ils n'ont pas connaissance. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas facile de les intégrer dans ce genre de projet. Grâce à l'OIM et l'ANADER, Abdoulaye, ancien mécanicien, se forment aujourd'hui en culture de champignons. Mais il y a quelques champignons qui sortent déjà. Ceux-là, tu ne les récoltes pas pour les enlever. Ils vont te gêner après. Ceux-là, ils seraient déjà poussés avant qu'ils déplacent. Que tu déplaces, alors que c'est resté dessus. D'accord. Mais est-ce que tu comptes le nombre de sachets que tu déplaces? Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de sachets qui ont raté. Ceux-là, ou bien ceux-là, ils ne sont pas encore arrivés? Non, ça c'est le triage. Ah, c'est le triage. Ça c'est ce qui est trié pour nous. Et ici? Non, ça, ils ne sont pas encore arrivés. Ah, ça c'est les derniers sachets qu'on a remplis. Non, ça c'est les derniers sachets. Donc ceux-là, on peut encore compter sur eux. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait que tu saches produire des champignons? Qu'est-ce qui est intéressant dedans? Ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît déjà comment il faut produire le champignon. Même pas ici, déjà c'est déjà un autre avantage pour moi. Parce que même pas ici, ailleurs, il peut le faire. Mais vous bénéficiez d'un projet d'accompagnement de l'OIM. Vous aurez pu dire, moi je peux rester dans la mécanique et ils allaient vous accompagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'OIM, les projets ne sont pas individuels. C'est vrai qu'il y a quelques projets individuels, mais la plupart sont des projets collectifs. Pour bénéficier d'un projet individuel, il y a tout un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et donc, les projets collectifs sont plus favorisés. Et donc, quand ils arrivent, ils n'ont pas toujours le choix de mener l'activité qu'ils faisaient avant. S'ils doivent se mettre en groupe, tout le monde ne fait pas la mécanique dans le même groupe. Donc c'est ce qui amène que des gens qui faisaient soit la menuiserie ou la mécanique se retrouvent dans un groupe où ils font autre chose. Mais ça n'empêche pas qu'ils puissent faire après ce qu'ils font quand ils ont bien appris ça et qu'ils ont réussi à garder un peu d'argent et tout ça pour relancer l'activité de départ. Ou bien même il y en a qui ne retournent plus dans l'ancienne activité. Ils ont tellement apprécié celle-là, ils ont tellement appris qu'ils s'en vont construire eux-mêmes leur activité pour continuer. Abdoulaye travaille en moyenne 4 heures par jour. Cela fait 3 ans qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est seulement maintenant qu'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Quand je venais vers moi, je ne pouvais pas envoyer même 5 000 à mes soeurs. Même moi-même, pour s'occuper de moi-même, je ne pouvais pas le faire. Mais maintenant, je dis merci un peu. J'arrive à envoyer un peu à mes soeurs, à mes petites soeurs, à s'occuper de moi-même aussi, un peu. Quand vous êtes venus, vos soeurs, comment elles sont senties? Moi, elles n'étaient pas contentes. Elles se disent que bon, c'est un échec.
Ah, mais... Et vous-même, vous vous êtes senti comment? Moi aussi, bon, je ne suis pas tout content. C'est un échec. Je ne devais pas faire l'échec, mais Dieu n'a pas voulu. Il y a 4 ans, il a quitté la Côte d'Ivoire avec pour seul objectif l'Europe. 3 tentatives de passage qui se sont avérées infructueuses. Souvent quand ça ne va pas, quand tu ne sais pas ce que tu vas faire au pays, quand la situation n'est pas, en tout cas, tu es obligé d'aller te chercher dans les autres pays. Mais si tu n'as pas envie d'aller, mais ta situation n'est pas tout bon, tu es obligé d'aller. C'était où votre destination finale quand vous allez dans ces pays, le Maroc, c'était où vous voulez partir, où exactement? Bon, c'était en Espagne. En Espagne. On voulait rentrer en Espagne. Est-ce que vous avez tenté la traversée? Oui, oui. Combien de fois? Plusieurs fois, hein. Deux ou 3 fois. Sur l'eau, je suis monté sur l'eau, j'ai tenté aussi la barrière. La barrière, la voici. Une triple clôture de plus de 6 mètres de haut qui sépare le Maroc de l'Espagne. Ces points de passage terrestres entre l'Afrique et l'Europe sont régulièrement franchis par des migrants. Mais Abdoulaye, après des jours et des nuits d'errance dans le désert, s'est fait attraper avant même de franchir la frontière. Une expérience douloureuse et un périple traumatisant. Si il savait même que tout ça allait marcher, il allait voir toutes les difficultés qu'il vit sur la route, il n'allait pas partir. Il n'allait jamais prendre sur le désert pour aller. Le désert n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Les gens meurent. C'est pas. Les gens meurent de soif, ils n'ont pas manger. Voilà. Aujourd'hui, grâce à ce projet, Abdoulaye se reconstruit et il a retrouvé une nouvelle famille. C'est notre frère, il était ici. Il dit ça s'embrouillait à l'étranger. Il était avec nous, il dit viens aller à l'étranger, il est parti, il a vu que ça n'a pas marché, il est revenu. Donc on est toujours des frères. Ah, c'est comme si une personne de la famille, un membre de la famille est quitté, il allait voir, il revient. C'est pour ça que vous les considérez. Et vous, comment sont vos rapports avec eux? Oui, c'est la même chose. Nous, mes soeurs, ma petite soeur, on vit ensemble. C'est ma petite soeur qu'elle a, ma grande soeur. La grand-mère. Maman. Ah, c'est comme en famille alors? Oui, c'est en famille, hein, en famille ici, il n'y a pas de problème. Là, vous regrettez votre acte d'être parti et revenu? Parti? Est-ce que tu regrettes d'être parti et revenu? Non, il ne regrette pas. Il ne regrette pas? Non, il ne regrette pas. Pour toi, tu ne regrettes pas? Il ne regrette pas. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, c'est bon, ça va. Il a vu beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses. Mais si on dit partir, on va partir. Il fallait faire quoi? Si disait quoi? Parce que tu n'es plus ma petite soeur, tu veux ma mort. Plus de 400 migrants ont bénéficié d'une formation de l'OIM et de l'ANADER. Ces formations leur permettent de s'intégrer à nouveau dans la société et d'envisager l'avenir plus sereinement, voire plus dignement. Retour à Cocody. Ce centre de formation possède un restaurant qui se nomme Migration. Kassoum, 22 ans, prépare le service du soir. 3 plus 10. 10 plus 100. Ah, ok. C'est quoi les choses importantes que vous avez appris à Panama? Bon, c'est ce que je fais actuellement. Parce que la cuisine, c'est quelque chose, au début, je n'étais pas trop dedans. Mais après, j'ai compris. Après la cuisine, j'ai fait la salle. Après la salle, j'ai fait le bar. Jusqu'à aujourd'hui, je fonctionne dans tous les côtés. Ce qui m'a beaucoup impressionné encore, bon, je crois que non, c'est le côté management. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut avoir le courage avec le temps de pouvoir maîtriser. Parce que maîtriser en soi-même est difficile, à plus forte raison maîtriser les autres. C'est très difficile. Donc c'est ce côté qui m'a beaucoup motivé en plus. Pour être sûr que ces jeunes ne retentent pas l'aventure, Loïc Dablé leur montre régulièrement les conditions de vie de ceux qui ont pu atteindre l'Europe. Des files d'attente pour bénéficier d'un repas offert par des associations.
Alors, Shine, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ici, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des migrants de retour en Afrique. Et en fait, on veut leur montrer comment ça se passe de l'autre côté. Regardez la queue. C'est ça qu'il faut voir. Non, c'est pas que les Noirs. Il y a des Afghans, il y a des Maghrébins, il y a des Indiens, il y a de tout. Mais il y a quand même pas mal d'Africains qui sont là-bas, qui arrivent jusqu'à Paris pour vivre comme ça. Regardez, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'y aller pour ça. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu, mais voilà, il y a une bagarre entre deux personnes. Et voilà, c'est comme ça, les gens, ils sont à bout de nerfs. Là, il faut savoir que vous avez des fois des personnes qui n'ont pas mangé, et ça se passe en France, hein. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours, en France. Vous imaginez? Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Donc, ce qui fait que nous, quand on distribue des repas, les gens, même s'il y a de la nourriture pour tout le monde, ils perdent patience, ils se bagarrent, vous voyez? Donc, c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frangin. À partir du moment où tu sors la nourriture, les gens ont tellement faim. Les femmes avec enfants, les gens qui se droguent parce qu'ils ont traversé tellement de choses. Donc, à partir du moment où tu sors la nourriture, ça devient très agressif. Les gens, ils sont dans un état pas possible. Donc, ils se battent, donc c'est pour ça qu'il est un peu... il est un peu à gauche, à droite, donc c'est pas évident. Vous saviez que M. Dablé avait un vrai projet, et au-delà que juste de la formation? Non. C'était pour juste faire la formation et aller se chercher encore quelque part d'autre. Pouvoir faire, s'envoler de nos propres ailes ou chercher encore du travail. On ne savait pas, en faisant la formation, nous pouvons travailler encore au PANAF et on puisse aussi nous donner aussi du travail ailleurs. Donc c'était ça. Et ça, dans cette formation, c'est au départ, vous l'aviez pensé comme ça? Ou elle a évolué entre le début et aujourd'hui? Bon, ça a évolué en fait, parce que quand ça a commencé, on avait les 10 premiers, on savait pas. On savait pas où on allait, hein, franchement. Honnêtement, ils sont arrivés, je pense qu'on s'est tous regardés. Hein. Eux, ils nous ont regardés comme nous les a regardés. Et après, il fallait y aller. Donc on a fait comme on a pu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses sur lesquelles on était obligé des sujets sur lesquels on était obligé d'intervenir. La sensibilisation sur le fait de ne pas partir, juste ça, ce niveau-là basique, on était obligé de les sensibiliser. Parce que si vous formez des gens, vous leur donnez des clés, et après ils se disent, parce qu'on le voit parfois dans leurs yeux, ils disent, ah, peut-être qu'avec ça je peux aller de l'autre côté, mais c'est pas pour ça. En fait, c'est pas ça le sujet. En fait, on vous donne, mais c'est pour essayer de créer quelque chose ici, sur place. Si après tu veux partir dans de bonnes conditions en vacances, vas-y. Si tu veux même t'installer, vas-y. Mais au moins, si tu dois partir, pars dans les meilleures conditions. Pars pas à l'aventure. Parce qu'on a des gens, parfois, ils savent faire une sauce béchamel. Ils ont appris 2-3 trucs. Ils se disent, bon, ça y est, je vais reprendre mon bateau, mais quand je vais arriver en Italie, je vais devenir pizzaiolo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment, restons là, restons ensemble, faisons. Ces échanges en direct avec la France permettent aux ex-migrants de visualiser les conditions d'autres migrants à l'étranger. De quoi les convaincre de rester en Côte d'Ivoire. Vraiment, Abidjan est mieux. Abidjan est mieux. Merci beaucoup. Chez soi est mieux. Chacun est mieux chez soi, quoi. Moi, avant, il n'y avait pas compris ça. Moi-même, quand j'étais arrivé, je voulais partir. Mais aujourd'hui où je suis là, tu me donnes l'argent de l'Europe, je vais investir ici d'abord. Parce que moi-même, je sais personnellement que l'avenir, là, ça se trouve ici. Grâce à la formation, et en moins d'1 an, Kassoum, ex-migrant, est devenu manager de restaurant de ce centre. Il gère aujourd'hui plus de 20 personnes. Monsieur, excusez, pour l'île flottante, le chef dit que ce n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer? Bon. Boulon au chocolat, c'est bon? On tente le boulot au chocolat, on partage alors. Ok, monsieur, parfait. Qu'est-ce vous pouvez nous donner la carte des vins? Oui, je vais vous envoyer la carte des vins. J'ai encore une question, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans les petites confitures là? Oui. Non, ça c'est fait à base d'ananas.
c'est les confitures fait maison. Elles sont délicieuses. Et ça aussi, c'est Oui. quoi ça? Non, ça c'est piment pastèque. Merci, madame. Tout est fait maison. Ok, merci. Merci, monsieur. Kassoum gère avec beaucoup de professionnalisme ce restaurant. Chapeau là. Faut dire à Chapeau que moi je dis de rester ici. S'il te plaît. Table numéro 4. Il gagne 150 000 francs CFA par mois, hors pourboire. Les vins, Oui, je vais vendre les vins tout à l'heure. vous connaissez maintenant les vins? Oui, je connais. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de problème. Je vais tout expliquer. Fatmata, s'il te plaît, on va sans cuisine. Il faut des chapeaux de venir. Minutieux et attentif à ses clients, il n'oublie rien. Passant de la salle aux cuisines sans jamais s'arrêter et en utilisant le jargon de la restauration. Chef, les plats de la table 4. Oui. Et puis les entrées de la table 5 aussi. Entrée de la table 5 aussi. C'est déjà parti. Ok. Dans ce restaurant, des clients occidentaux et ivoiriens, loin de se douter que Kassoum et ses compagnons ont vécu l'enfer il y a peu. Mon avant et mon aujourd'hui, c'est un peu différent. Ça m'a donné le goût de la vie et puis en plus, ça m'a donné... C'est-à-dire, ça m'a donné quelque chose que je n'avais pas au début. Comme quoi? Comme avant, bon, je suis quelqu'un, j'étais un peu... j'étais un peu brutal, mais maintenant, je sais que ça va un peu. Et ça, vous êtes content? Très bien, Ouais. très content. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Donc, si il y a eu pour moi, donc il doit saisir avec les deux mains, pour ne pas être... À quel moment vous avez senti que vous aviez cette chance? Bon, quand j'étais au milieu de la formation, c'est à ce moment que j'ai compris que non, dans la vie, il faut aller doucement pour mieux comprendre les choses. On ne peut pas trop précipiter. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu vas doucement, il y a certaines choses que tu ne connais pas, mais le fait d'aller doucement, tu peux mieux analyser. Mais si tu es trop, c'est comme on dit, si le danseur est plus rapide que la musique, il danse mal. Sur les 150 millions de migrants dans le monde, plus de 50 millions seraient africains. Compte tenu du fait que le nombre de migrants ne cesse d'augmenter et que cette tendance risque de persister, la gestion de la migration est nécessairement devenue pour les États un des grands défis du nouveau millénaire. Mesdames, Messieurs, je me trouve à la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et à mes côtés, son directeur général, M. Issaka Konaté. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir pour ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré à la migration irrégulière ivoirienne. Un plaisir. Alors, M. Konaté, est-ce que vous dormez sereinement, sachant qu'au moment peut-être où on parle, il y a des Ivoiriens qui veulent partir et quitter le pays? Je pense que nous avons beaucoup progressé sur la question, donc je suis satisfait des efforts qui ont été faits dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière. Je dis bien la lutte contre la migration irrégulière. Les gens ont le droit de bouger, ils ont le droit de se déplacer. Ce que nous dénonçons, c'est la migration irrégulière qui coûte hélas des vies et qui a besoin d'être contenue. Alors, justement, en ce qui concerne cette migration irrégulière, alors, les chiffres sont avancés. 50 millions de migrants seraient africains, dont 13% ivoiriens. Ce sont les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. La Côte d'Ivoire a 1 240 000 ressortissants répartis à travers le monde et 50% de 50 millions de personnes, 10% pardon, de 50% nous amènera déjà au-delà des 5 millions. Il n'y a pas autant d'Ivoiriens qui résident à l'extérieur, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question de la nationalité. La question de la migration irrégulière est très difficile. Il est difficile de déterminer de façon précise la nationalité d'origine des personnes. Mais je vous rassure, oui, dans le monde, il y a 250 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays de naissance. Et dans ces 250 millions de personnes, le continent africain vient en 4e position. Est-ce que c'est insatisfait que de venir en 4e position? Non, je veux dire que la migration est un phénomène normal, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les gens bougent, les gens vont continuer de bouger. Rien ne peut
empêcher les gens de bouger. Toutefois, nous luttons pour qu'il y ait une gouvernance mondiale de la migration, qui est une migration qui est bénéfique pour les pays de départ, de transit et les pays d'arrivée. Alors là, nous parlons de la migration irrégulière. Tout à fait. Voilà, donc c'est quand même un problème, c'est une problématique qui est au cœur quand même de votre quotidien. Alors, lorsque on a rencontré donc, ces ex-migrants durant le reportage, ils ont affirmé ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, et puis être confrontés au chômage. Alors, est-ce de la détresse, de l'inconscience, ou bien tout simplement du désespoir? Les gens bougent pour plusieurs raisons. De la recherche de mieux-être qui a toujours été la raison fondamentale qui a été évoquée lorsqu'on fait le profilage des migrants, à la détresse. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui sort du lot. Je connais des pays européens où 60 000 jeunes partent par an avec un niveau minimum Master 2 à la recherche de meilleures opportunités. Ce n'est pas une réalité qui est propre aux pays africains. Les gens bougent, les gens vont continuer de bouger. Je dis bien qu'il faut faire attention et faire le distinguo entre la migration irrégulière et la migration régulière. Et ces jeunes dont je vous parle, pour la plupart, il y a des chiffres, avaient un revenu régulier au-dessus du SMIC, mais ils partent quand même. Alors, est-ce que cela ne vous pose pas un problème de compréhension? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Il faut voir la question du jeu des réseaux de passeurs aujourd'hui dans la zone d'Afrique de l'Ouest. On leur explique que dans les pays d'accueil, ils ont la possibilité d'augmenter, voire de multiplier, à tort d'ailleurs, leurs revenus par 10, par 100, en faisant les mêmes travaux dans nos pays. Alors, vous parliez tout à l'heure des passeurs. Malheureusement, on a l'impression que rien n'est fait. Je pense qu'il y a une mauvaise appréciation de ce qui se passe. Beaucoup est fait. D'ailleurs, l'État des Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif légal qui permet, dans la loi dans le trafic illicite des migrants, de punir sévèrement. Il y a eu des démantèlements d'énormément de réseaux. Mais les réseaux peuvent se constituer parce que nous sommes dans une zone en Afrique de l'Ouest de ce qu'on appelle une zone de libre circulation, conformément au protocole de 75 et de 79 de la CEDEAO. Les Africains, dans la zone de la CEDEAO, ont la liberté de bouger. Et donc, ils ne sont irréguliers que quand ils sortent de la zone d'Afrique de l'Ouest, ce qui complexifie la donne. Mais nous travaillons, les réseaux sont démantelés régulièrement. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, nous l'avons fait dans beaucoup de régions. Et aujourd'hui, on installe ce qu'on appelle les comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. Ils ont 3 objectifs. Un objectif de sensibilisation de proximité, un autre objectif de démantèlement des réseaux. Et le dernier objectif qu'on leur a signé, c'est celui du suivi des actions de réinsertion dans les zones de leur juridiction. Alors, le gouvernement ivoirien travaille depuis près de 3 ans avec l'OIM. C'est un programme de retour volontaire des migrants, évidemment d'autres partenaires. Mais pour quel résultat? Initialement, l'objectif était de permettre aux personnes qui veulent revenir volontairement dans les pays de se faire accompagner, d'avoir le transport qui est payé et d'avoir une aide à la réinsertion. En Côte d'Ivoire, pour harmoniser cette politique, nous avons travaillé avec l'OIM et nous avons mis en place ce qu'on appelle une politique de retour, un plan de retour, de sorte qu'il y ait une harmonisation des politiques de retour. Quand les personnes reviennent, elles passent par un schéma qui est défini par l'État, qui permet ensuite une réinsertion socio-économique en fonction du profil du migrant. Parlons réinsertion. Il y a une initiative d'un jeune franco-ivoirien, M. Dablé, Loïc Dablé, qui a monté donc, un espace qui permet donc, la formation et je dirais la réinsertion de jeunes. Je rappelle quand même que ce projet il est financé par l'OIM et l'Union européenne. Alors, est-ce que vous encouragez ce genre d'initiative privée? Tous les projets qui permettent une réinsertion des personnes, on parle de réinsertion durable des personnes, que ces projets puissent être favorisés, que ces personnes puissent être autonomes, qu'elles se prennent en charge, qu'elles apprennent de nouveaux métiers, qu'elles aient envie de faire ce qu'elles font. Si on force les gens à aller dans des professions qu'elles n'ont pas envie de faire, elles vont l'utiliser comme elles l'ont fait par le passé. Elles vont repartir quand elles auront accumulé assez de ressources. Comment vous faites en sorte pour les sensibiliser de façon à ce que ce revenu ne serve pas à un nouveau départ pour une aventure incertaine? Je n'ai pas de boule de cristal. Personne ne peut déterminer de façon précise que l'aide qu'il apporte à quelqu'un va lui servir dans le sens pour lequel la personne demande l'aide. Il y a des gens qui vous demandent de l'aide pour quelque chose, qui prennent des ressources, qui font quelque chose d'autre. Alors justement, en ce qui concerne cette réinsertion des métiers, est-ce qu'il y a un métier qui est au-dessus d'autres métiers en ce qui concerne la réinsertion des ex-migrants? J'ai vu que beaucoup de personnes veulent aller dans le domaine de l'aviculture, de l'agriculture, de la vente, de l'élevage. Ce sont des projets que je vois, mais pour moi aujourd'hui, je vois très peu de projets qui sortent de l'ordinaire, où la personne revient, elle a envie d'apprendre quelque chose de nouveau et essayer de voir ce qu'elle peut faire. J'ai l'impression que les gens
Ben, écoutez, dans le domaine informatique, j'ai envie de voir, parce qu'aujourd'hui, j'avais vu une étude du cabinet Dell qui disait que 85%, je crois, des emplois qui seraient en vigueur en 2030-2050 n'ont pas encore été créés. Donc, il faut rêver demain, il faut travailler à trouver des emplois, des sources de revenus. Il faut refuser de rester systématiquement dans l'habitude qu'on connaît, c'est-à-dire de petits vendeurs ou de revendeurs ou d'ensuite d'élevage. Il faut diversifier les sources de sorte que... Mais est-ce que ce n'est pas aussi votre responsabilité d'encourager ces jeunes ou de leur faire la démonstration, de leur prouver effectivement qu'il y a d'autres secteurs qui sont porteurs? Bien sûr que ça, c'est le travail qui se fait. Vous savez que sur la question de réinsertion des jeunes, ça dépend aussi du niveau de chacune des personnes. Vous avez quelqu'un qui a un niveau BPC, qui allait en migration irrégulière, à qui vous pouvez expliquer un certain nombre de choses. Vous avez quelqu'un qui allait en migration irrégulière, qui n'est pas allé à l'école, à qui vous devez expliquer d'autres réalités pour pouvoir lui permettre de se réinsérer. Les réalités sont complètement différentes. Donc, à partir du profil du migrant, vous avez des propositions de projets qu'on leur fait. Personne ne leur impose un projet. Est-ce que vous avez l'impression que ces projets sont à même de fixer ces jeunes et de les, je dirais, de les amener à ne pas vouloir partir ou repartir vers l'étranger? Je m'évertue à dire qu'on pose mal le problème. Donc allez-y, posez-le bien. On est en train de dire que l'objectif, c'est que les gens ne bougent pas. Oui. L'objectif est que les gens, s'ils veulent bouger, qu'ils le fassent régulièrement. Absolument. Il y a vraiment une nuance. Alors, ce que je dis, les appuis de l'Union européenne à l'Organisation internationale pour les migrations dans la mise en place de projets systématiques dans les pays des départs pour contrôler les mouvements migratoires vers les territoires européens sont une possibilité. Elles doivent intervenir dans les stratégies globales des pays pour répondre à la problématique jeune. Je ne confie pas la responsabilité de la gestion de la question migratoire uniquement aux bailleurs de fonds. Nous avons, nous les États, notre responsabilité. Parlons-en, M. Konaté. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, je dis bien en tant qu'État, a les moyens de ne pas dépendre de la communauté internationale en ce qui concerne les financements et peut-être d'avoir ou de proposer un programme de réinsertion ivoiro-ivoirien? Bien sûr, non seulement la Côte d'Ivoire peut le faire, elle peut aussi le faire dans le cadre régional. Je vous rappelle que le 27 novembre 2015, la Côte d'Ivoire a été l'un des tout premiers pays au monde à envoyer un jet et chercher les ressortissants ivoiriens qui étaient bloqués en Libye. Aujourd'hui, indépendamment de la politique de l'Union européenne, de l'appui de l'Union européenne à l'OIM, à travers lequel 6275 personnes sont revenues, l'État de Côte d'Ivoire a fait revenir plus de 8500 personnes, dont seulement 1672 pendant la Covid. Donc, ce sont des efforts qui se poursuivent. Vous êtes satisfait de ces chiffres que vous donnez ce soir? Je suis content du fait que l'État a une constance sociale vis-à-vis de ses ressortissants qui se retrouvent en situation d'extrême difficulté. Et l'État apporte sa solidarité à toutes ces personnes. Moi, je pense que c'est important pour un État moderne. Sauf erreur de ma part, en ce qui concerne la croissance économique, elle est comprise entre 7% et 8%. Et pourtant, la migration irrégulière des Ivoiriens se poursuit. Je suis obligé de vous faire un commentaire. Monsieur Konaté. Plus ça va dans les pays, plus les gens bougent. Aujourd'hui, les nouvelles études montrent que ce ne sont pas les plus pauvres qui bougent finalement. Alors la sensibilisation, on le voit, est un élément important en ce qui concerne ce phénomène de migration irrégulière, quel que soit le pays en réalité. Des ex-migrants postent via les réseaux sociaux leur nouvelle et belle vie et maisons et voitures, et de potentiels migrants sont appâtés. Alors comment vous travaillez, vous et peut-être des partenaires, pour, je dirais, combattre cette manipulation via le digital? On fait des campagnes avec des ONG ivoiriennes ou occidentales ou même l'État sur les réseaux sociaux. On lance des capsules, on fait des vidéos, on essaie de sensibiliser. On a fait un film Migrants Retour d'Enfer qui est en diffusion libre sur YouTube où on a tenté de suivre les migrants ivoiriens, où on les sensibilise. Est-ce que c'est suivi? C'est très suivi. On continue ces différents efforts. Je pense qu'il faut poursuivre les efforts en même temps que les efforts d'appui aux jeunes et puis continuer afin qu'il y ait une prise de conscience. Elle ne va pas être systématique. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, nous les Africains, mais nous devons être plus solidaires dans tout ce que nous faisons. Alors, votre message pour tous ceux qui nous regardent ce soir? Une personne qui meurt, c'est une de trop. Et que la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie, j'insiste. Pour moi, c'est important. Au réseau de passeurs, je pense qu'elles doivent répondre de leurs actes devant les juridictions pénales, parce que c'est important, parce que c'est ce qui permet aussi de mettre fin à ce trafic illicite de migrants. Et puis aux jeunes, je leur dis que les opportunités existent en Côte d'Ivoire. Nous sommes un très bon pays. Je continue de penser que nous avons beaucoup d'opportunités, qu'il faut continuer de saisir. Nous avons aidé beaucoup de nos jeunes à revenir en Côte d'Ivoire. Je
souhaitent, qu'ils saisissent les opportunités qu'il y a et qu'en cas de difficulté, qu'ils n'hésitent pas à voir les structures nationales en charge de la réinsertion des jeunes. Merci, M. Konaté, de nous avoir reçus pour ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré à la migration irrégulière ivoirienne. Un plaisir. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au terme de ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, sans organisation véritable, sans stratégie nationale. Malheureusement, la migration irrégulière aura encore de beaux jours devant elle. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonsoir.